Bonjour à toutes les participantes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel atelier de l'après-midi qui s'intitule donc Les attentes du recruteur sur un entretien d'embauche à distance, donc plus que d'actualité. Donc, je suis avec Anna Tanasescu de l'entreprise Sistra et Camilla Gache de l'entreprise Devoteam. Alors, avant de leur laisser la parole, quelques petites précisions. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat directement. Vos questions sont modérées donc par moi et on y répondra à la fin des interventions. Donc voilà, c'est normal si vos questions ne s'affichent pas tout de suite, on prendra un petit temps pour répondre à vos questions à la fin. Voilà, je vous laisse découvrir ce super atelier et à vous, Anna et Camille. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc Camille, si tu veux commencer, peut-être. Alors, je pense qu'il faut partager notre PowerPoint d'abord. Bien sûr. Donc, bonjour à toutes, bonjour à toutes. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui avec Anna, donc pour vous parler d'un sujet qui est plus d'actualité, les attentes des recruteurs durant l'entretien à distance à l'embauche. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le contexte et la crise sanitaire, cette pratique s'est démultipliée dans toutes les entreprises. Et donc, il nous semblait intéressant de faire un zoom sur cette pratique. Et peut-être que vous aurez des questions suite à des cas pratiques que vous avez connus. Donc voilà, on va tenter en tout cas de vous donner des conseils pour bien préparer et bien pratiquer cet exercice. Voilà, en espérant que ça puisse bien sûr vous aider. Je me permets juste 2 petites minutes. Oui. Est-ce que, Anna, vous pouvez mettre la présentation peut-être en présentation? Voilà. Parfait. Est-ce que c'est bien en présentation maintenant? Hop. Non, pas encore. Alors, ça va peut-être prendre quelques petites secondes. Alors, moi, je la vois encore en PowerPoint. Elle est bien en présentation de mon côté. C'est les alias qu'on peut rencontrer et dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? On peut continuer comme ça se mettra peut-être après, c'est pas un problème. D'accord. Donc, on a souhaité aujourd'hui avec Camille reprendre ensemble avec vous les points importants et quelques astuces concernant les entretiens à distance en visio qui sont très convoités en ce moment. Donc, on va checker quelques points importants entre la partie en amont, la préparation de votre entretien, qui comprend le fait de tester l'équipement, l'installation dans votre pièce, la ponctualité bien sûr, et tous les éléments que vous allez rencontrer au sein de l'entretien à distance, ainsi que toute la partie qui suit l'entretien une fois que celui-ci il est terminé. Du coup, je laisse la parole à Camille. Alors, voilà, alors là, on est vraiment dans la partie anticipation, préparation de cet entretien. Donc voilà, parlons tout d'abord de l'environnement dans lequel vous vous mettez pour cet entretien. Donc, idéalement, favoriser une pièce dans la mesure du possible la plus lumineuse. Et si vous n'avez pas le choix, bien sûr, il faut faire en sorte que l'éclairage, en tout cas, soit optimal. Donc, quelques conseils très pratiques pour éviter les clairs-obscurs ou je ne sais quoi d'autre. Mettez-vous idéalement face à une fenêtre et non pas dos à la fenêtre, puisque sinon, vous ferez un contre-jour. Et c'est vrai que on est tous pareils. Quand on échange avec quelqu'un, même si c'est à distance, c'est important de pouvoir voir correctement la personne, de pouvoir capter les expressions du visage, et encore plus, je dirais, quand c'est un exercice à distance. Donc voilà, idéalement, mettez-vous bien face à une fenêtre et si on ne sait pas si c'est en plein hiver et qu'il fait nuit tôt, que l'entretien est en fin de journée, favorisez un éclairage qui semble le plus naturel possible.
en continuant sur cette lignée de l'environnement lors de l'entretien à distance, on ne va pas réinventer l'eau chaude. En revanche, c'est important de penser au background et à l'environnement qu'on puisse voir derrière nous. L'idéal, ce serait de choisir un lieu neutre, soit un mur blanc, soit un environnement assez professionnel, et faire attention aux éléments qu'on puisse voir derrière vous. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des ingénieurs comme vous en entretien, et derrière, on pouvait voir soit le linge étalé, soit des choses très, très personnelles. L'idée derrière, c'est plutôt le message que cela envoie sur l'attention aux détails que vous pouvez avoir, sur la rigueur. Donc, c'est des éléments qui puissent paraître anodins, tout simplement, où on va s'asseoir lors de cet entretien et qu'est-ce qu'on peut voir derrière nous. En revanche, à la fin de la journée, ça reste très important. Comme Camille l'avait dit tout à l'heure, il faut avoir un endroit assez lumineux, et idéalement, voilà, soit un mur blanc, soit un espace tout simple de notre pièce, de notre salon, tout en restant professionnel. Je me permets juste de compléter sur ce point-là, parce que parfois on n'a pas forcément de choix. Si on est par exemple dans un studio, voilà, un petit espace. Pensez aussi, selon et normalement tous le proposent, mais selon les moyens que vous utilisez, est-ce que c'est Meet, est-ce que c'est Teams, etc. Vous avez la possibilité, si vraiment vous vous sentez pas à l'aise avec le background derrière vous, de flouter l'arrière-plan. Donc surtout n'hésitez pas à utiliser ça, si ça vous permet vous d'être plus sereine durant l'échange, tout simplement. En tout cas, c'est bien perçu aussi par les recruteurs. Pardon, je me permets juste, Anna, si vous voulez mettre en plein écran, en fait, c'est sur le petit icône tout en bas de PowerPoint, qui est tout en bas à droite, tout en bas, qui est, voilà, à gauche, l'autre. Il y a comme une présentation, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est ce que j'avais fait tout à l'heure, mais… Non, ça ne veut pas fonctionner, j'ai l'impression. Est-ce que peut-être vous pouvez… on va peut-être essayer, ce sera peut-être plus de refaire un… Je suis désolée. Oui, je vais représenter. Hop. Ah, super. Cette fois-ci, ça fonctionne. Merci Parfait. beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, on était en train de parler justement des petits aléas du visio. En effet, c'est très important le fond et ce qu'on peut voir derrière nous. C'est un outil très intéressant, le fait de pouvoir flouter le background ou d'utiliser une image professionnelle. Souvent, dans certains outils, on peut avoir le choix d'un fond neutre qu'on pourra emprunter pour l'entretien visio. Ensuite, autre tips très important, mais bon, je pense qu'en fait, on n'a pas amorcé l'échange en disant cela, mais un entretien en visio se prépare grosso modo comme un entretien en présentiel. Hein. Donc les réflexes doivent être les mêmes, et notamment donc d'un point de vue documentation et préparation de documents. Voilà, les basiques, avoir son CV, si on ne le connaît pas sur le bout des doigts, eh bien, il vaut mieux l'avoir à portée de main près de soi. La fiche du poste, très important, que vous ayez postulé à une annonce ou bien qu'on vous ait approché directement, dans ce cas-là, il faut bien penser à la demander en amont de l'entretien pour pouvoir préparer cet entretien. Et puis toujours avoir de quoi noter. Je pense que c'est important de prendre des notes, de montrer aussi, c'est un moyen de montrer l'intérêt par rapport à son interlocuteur, l'intérêt qu'on porte à ce qu'il dit. Donc voilà, ces 3 documents sont très très importants. La fiche de poste, hein, pourquoi? Eh bien, c'est pour tout simplement pouvoir
rebondir sur le contenu de poste, ce qui est présenté dans la fiche de poste, pouvoir poser des questions, pouvoir approfondir, que ce soit d'ailleurs sur le contenu de poste ou sur l'entreprise. Et donc, voilà, cahier ou calepin pour prendre des notes, extrêmement important. On y reviendra plus tard dans le déroulé de la présentation, mais les notes nous permettent après de reboucler suite à l'entretien. Donc, c'est très, très important. Tout à fait. Et je me permettrai de rajouter une autre petite astuce. Avant l'entretien, on pourra avoir l'envie de prendre des notes et préparer un discours. C'est toujours important de se noter les idées principales, d'avoir des mots-clés ou des petites phrases qu'on pourra employer lors de l'entretien. Mais c'est important de rester naturel et et avoir un discours fluide qu'on crée sur le moment dans l'échange et dans l'interaction avec le recruteur, plutôt que de se créer un discours déjà fait sur une feuille de papier en amont. Et dès qu'on perd le fil ou dès qu'on nous pose une question, on peut être vite déstabilisé. Donc, c'est important d'avoir ce juste milieu entre préparer l'entretien et avoir quelque chose sous les yeux afin de soutenir notre discours, et ne pas se limiter à un discours préfet, et être assez naturel et fluide dans l'échange. Concernant du coup un autre élément de l'entretien, c'est bien sûr la manière de laquelle on va se présenter. Donc c'est très important de choisir une bonne tenue. Aujourd'hui, on va pas se limiter au strict sensus de une veste tailleur. Ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Si on postule ou si on a un entretien pour une entreprise en mode start-up, où on peut avoir un style plus décontracté, juste un haut tout simple peut suffire. Également, si on a un entretien dans une entreprise un peu plus conservatrice, disons, comme, que sais-je, KPMG, où la veste tailleur elle est obligatoire. Il faut toujours avoir cette approche un peu plus personnalisée en pensant à la culture de l'entreprise et à la personne qu'on va avoir devant nous. Dans tous les cas, faut rester soi-même, faut rester simple, et c'est, comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'environnement, c'est à peu près dans la même lignée. C'est le message qu'il peut transmettre derrière concernant l'attention aux détails et l'importance qu'on va porter à cet entretien. Dans cet entretien visio, dans ces échanges sur Skype, sur Teams, on peut avoir souvent des différences entre l'angle pris par la caméra et ce que nous pouvions voir sur l'image de nous-mêmes. Donc, il faut toujours faire attention à être habillé d'une manière bien professionnelle de haut en bas. Sinon, comme vous pouvez voir dans le petit exemple à gauche sur l'écran, c'est déjà arrivé, même dans des entretiens télévisés, les personnes qui se sont préparées sur le haut du corps, mais sur le bas du corps, c'était pas tout à fait ça. Et pour éviter des moments un peu malaisantes, faut prévoir et se présenter à un entretien visio comme si on était dans le bureau avec le recruteur ou le futur manager. Exactement. Et puis, on ne sait jamais, il peut y avoir des imprévus. Imaginez, vous avez oublié de charger de brancher la batterie, ou voilà, le PC se décharge pendant l'interview et vous devez vous lever, et en effet, l'angle peut changer. Si jamais vous êtes en pyjama ou en sous-vêtements, comme ce cher monsieur en bas, ben voilà, ça peut se voir. Donc, il vaut mieux, encore une fois, se mettre dans les mêmes conditions qu'un entretien en présentiel. En effet, l'important est de rester professionnel, quoi qu'il en soit. Faut rester soi-même, le style personnel, chacun a ses propres choix. Mais l'important à la fin de la journée, c'est de rester professionnel en toutes circonstances. Alors, toujours sur la même veine, hein, c'est voilà, se mettre dans un, si je reprends un petit peu, se mettre dans un endroit, voilà, qui est lumineux, se mettre dans des conditions identique à celle d'un entretien en présentiel. Et donc, ça passe aussi par le fait de s'assurer d'être dans un endroit
calme, sans distraction, sans perturbation possible. Donc, il peut y en avoir beaucoup. C'est-à-dire que comme pour un entretien en présentiel, il faut pouvoir mettre en silencieux son téléphone ou ses téléphones, désactiver les potentielles notifications qui pourraient nous perturber durant l'échange qui sont directement sur le PC. Donc voilà, aujourd'hui, on a tous les moyens de le faire avec les ne pas occuper pour telle durée. Voilà, tout ça, c'est paramétrable. Et puis voilà, si on vit en communauté, que ce soit sa famille, ses colocs ou je ne sais qui d'autre, c'est de bien sûr alerter qu'on va être occupé pour un entretien professionnel et s'assurer qu'il n'y a personne qui peut débouler dans le champ de vision, soit en slip comme ce monsieur, soit ou même un enfant. D'essayer au maximum, même si bien sûr tout est excusable. L'idéal, c'est quand même de ne pas avoir de perturbations de ce type. Donc vraiment favoriser une pièce idéalement fermée plutôt que le salon, par exemple, si on vit en famille ou entre colocataires. Et puis voilà, encore une fois, désactiver toutes les potentielles notifications qu'on peut avoir sur les smartphones ou autres. En effet, et celle-ci, c'est un élément très important. Cela peut arriver à n'importe qui, malgré les efforts qu'on peut avoir, surtout dans un petit appart, dans une grande ville, on va pas avoir les moyens nécessaires pour s'isoler proprement. Ce qu'il faut retenir, c'est de garder son attention, essayer de ne pas se perdre dans son discours. C'est un élément qui peut arriver. Et l'important, c'est d'alerter, de continuer la conversation et surtout de rester professionnel et pourquoi pas pouvoir avoir un peu d'autodérision si jamais cela arrive. C'est compréhensible et ça peut arriver à tout le monde. Un autre élément, comme on a pu le voir depuis le début de cet échange, les aléas de la visio et des entretiens à distance, c'est que soit la connexion, soit les outils peuvent être défaillants, on peut avoir des petits soucis. L'important, c'est de pouvoir s'assurer en amont de la qualité de son réseau, de vérifier qu'on est bien connecté à Internet, qu'on peut bien avoir accès soit à Skype, soit à l'outil qu'on va utiliser. Et une fois qu'on est dans l'entretien proprement dit, si jamais nous avons des soucis, par exemple un lag ou un décalage dans le discours, on peut essayer de s'organiser, de parler ouvertement au recruteur ou au manager, notre futur manager, de ce décalage et essayer à la fois de s'organiser, d'attendre un tout petit peu après que la personne ait fini sa phrase avant de commencer la sienne. Et sinon, on peut toujours utiliser, par exemple, des petites astuces, soit arrêter la caméra à ce moment-là pour avoir plus de puissance sur sa connexion. Dans tous les cas, l'important, c'est de ne pas perdre ses moyens, c'est d'essayer de trouver une solution sur le moment et de continuer l'échange d'une manière la plus fluide possible. Et je me permets de compléter, si jamais, parce que ça peut arriver, il y a vraiment de très gros soucis avec votre Wi-Fi ou votre matériel, surtout ne pas hésiter déjà, comme disait Anna, à le livrer, à en parler clairement et à proposer de passer par téléphone si vraiment, ça devient très, très compliqué de mener l'échange correctement. Faut vraiment pas se sentir gêné et au contraire apporter des solutions pour justement poursuivre l'échange. En effet, c'est la partie la plus importante, c'est de pouvoir échanger, que ça soit par visio ou par téléphone. Faut toujours trouver la bonne solution. Toujours en amont, on est toujours en amont de l'entretien, mais vous voyez, il y a pas mal de petites choses auxquelles penser, et ça, c'est valable finalement pour les entretiens et les rapports aux recruteurs de manière très globale. Sur votre CV ou pour toutes vos candidatures, utilisez bien une adresse mail
professionnel, voilà, avec idéalement votre nom, prénom, en tout cas pas de petits surnoms ou autre. Hein. Ça, je pense qu'on en a tous vu en tant que recruteur dans notre vie professionnelle. Après, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça fait toujours sourire. Donc, idéalement, voilà, utiliser une adresse mail professionnelle et également l'identifiant pour tous ces nouveaux moyens et les connexions à distance. Lorsqu'on doit avoir un identifiant, idem, même chose, garder quelque chose qui soit très neutre, très professionnel et qui ne prête pas trop à plaisanterie. Encore une fois, il n'y a rien de dramatique si c'est le cas, mais là, tout le monde peut le faire, c'est assez simple, donc c'est un vrai conseil, voilà, pour rester pro jusqu'au bout. Concernant, si on revient encore une fois à l'idée des outils et des aléas qu'on peut rencontrer lors des entretiens à distance, c'est la maîtrise du logiciel utilisé. Donc aujourd'hui, on a tellement de moyens et de types de logiciels différents, chacun avec sa propre façon de fonctionner. On est tous assez familiarisés avec ceci. En revanche, ça peut nous arriver de faire des petites fautes, de ne pas savoir exactement quel bouton appuyer ou comment se lancer dans un floutage de fond, comme on l'a dit précédemment, ou enlever ou mettre un filtre. L'image que vous voyez sur l'écran, elle est assez connue. Il s'agit d'une directrice qui a lancé par erreur un filtre patate et qu'elle a continué toute la réunion en mode patate. C'est une petite, c'est un petit clin d'œil à l'idée de bien s'assurer en amont qu'on sait maîtriser l'outil, qu'on peut corriger des éventuels soucis comme celui-ci. Et bien sûr, on peut toujours essayer cela avec un ami ou avec un collègue de travail, de passer un petit échange vidéo en amont de notre entretien pour s'assurer que tout fonctionne bien, pour s'assurer que l'image elle est bien cadrée, que nous n'allons pas passer l'entretien en mode patate et que d'une manière générale, tout se passe sans pépin. Alors là, on rentre du coup durant l'entretien à distance. Donc là, les tips ne seront pas révolutionnaires. Ça va être la même chose que pour un entretien en présentiel, mais c'est vrai que le fait d'être à distance peut parfois nous faire oublier les bons réflexes de l'entretien. Donc, c'est important de le rappeler. Voilà, de faire attention, alors bien sûr, à son langage verbal avant tout, mais ça, bon, ça paraît bien évidemment très logique, mais également à l'attitude non verbale et au langage non verbal. Donc, voilà, essayer parce que c'est vrai que ça peut vite être perturbant finalement pour l'intervieweur ou la personne en face quand, voilà, il y a un angle de vue qui est un petit peu bizarre, qui fait une tête en poire. Enfin voilà, il faut essayer de se mettre à bonne distance déjà de son écran, d'essayer d'avoir voilà une image qui soit la plus proche de ce que ça pourrait être en réel, en présentiel. Voilà, ne pas être trop près de l'écran, essayer dans la mesure du possible quand on s'exprime, voilà, de voir les mains parce que ça peut donner aussi un petit peu de vie à l'entretien. Et donc globalement, voilà, de faire attention à ce qu'on communique, ce qu'on véhicule au travers de notre haut de corps, puisque là, normalement, on ne verra pas vos jambes, mais quand même, voilà, si on est stressé, qu'on bat la jambe, ça peut quand même parfois faire bouger la table. Enfin voilà, tout ça, il faut vraiment faire attention. Et donc sur le haut du corps, rester dans une position professionnelle, évidemment être souriant, avoir le regard direct, essayer de ne pas regarder forcément un petit peu partout, parce que comme on n'a pas la personne en face de soi, le eye contact est évidemment un petit peu altéré, un petit peu perturbé. Donc, essayer au maximum de regarder vers la caméra et vers la webcam. Et puis voilà, de rester, comme le disait tout à l'heure Anna, le plus naturel et le plus spontané possible. Cette partie-là, elle est très, très importante parce que d'une manière générale, pas seulement lors d'un entretien de recrutement à distance ou dans toute communication, jusqu'à 93% de cette communication peut être non verbale.
faut réfléchir aussi à l'expression de notre visage. Si on va bouger les sourcils, si on va avoir le visage fermé, si à contrario on va sourire et être bien ouvert. Également le ton de la voix et la façon de laquelle on va s'exprimer, si on va être assez assertive, avoir une voix bien claire, ou à l'opposé, on va avoir une voix toute douce et on va pas oser s'exprimer comme on le souhaiterait, ainsi que les mots qu'on va employer. Sont des éléments auxquels il faut y penser. C'est très important et ça transmet un message auquel on n'y pense pas forcément. Au-delà du contenu de ce qu'on va dire, c'est aussi la forme et tout le langage non verbal qui va venir l'accompagner. Donc si on va regarder directement dans la caméra, ce fameux eye contact qui fait preuve d'un intérêt, de la confiance en soi, le fait de sourire et être ouvert et positif et transmettre cette image positive, soit au recruteur, soit au manager. Être bien, se tenir bien droit et gesticuler en effet pour montrer et rajouter encore un peu plus d'affect entre guillemets au discours. On transmet un message complètement différent si on commence à gesticuler, si on est ouvert, si on sourit grand, que si on va rester avec les mains, les bras croisés devant nous, en regardant nos pieds et en parlant doucement. C'est des éléments auxquels on n'y pense pas souvent, mais surtout sur certaines fonctions où même si on va viser un poste très technique en ingénierie, des fois, il faut avoir, par exemple, une dimension commerciale. Et ces choses-là sont les éléments très, très importants qu'un recruteur auquel un recruteur va prêter attention. Et c'est souvent des choses auxquelles, en tant que candidat, surtout dans le stress et dans la pression du moment, même si on peut être très ouvert et très direct d'habitude, on n'y pense pas en entretien et on va transmettre pas nécessairement le bon message qu'on souhaiterait faire passer. Important également la clôture de l'entretien. Donc voilà, il est important de terminer sur une note positive. Donc toujours, ça paraît logique, mais on le redit, quitter l'interview avec le sourire et ne pas raccrocher trop vite. C'est vrai que parfois il y a des personnes qui vont cliquer sur le bouton de manière très rapide. C'est comme si on partait en courant finalement d'un entretien en présentiel. Donc il faut essayer de rester ouvert, souriant à la fin et d'attendre quelques secondes. À la limite, l'idéal, c'est quand l'intervieweur raccroche avant. Comme ça, vous restez sur cette attitude très ouverte. Si ça tarde, juste attendre quelques secondes, en tout cas, avant de fermer la visioconférence, et puis également bien s'assurer, si on a envie de pousser un soupir de soulagement parce qu'on était stressé ou pour faire un petit commentaire, quoi que ce soit, bien attendre, de vérifier qu'on a raccroché, qu'on a bien raccroché et fermé la visio, tout simplement. Ça évite des petits couacs. À la suite de l'entretien, ce qui reste aussi important, c'est de envoyer un petit mail au recruteur ou au manager qui a pris le temps de nous rencontrer. Ce petit mail, idéalement, devrait être envoyé dans les 48 heures suivant l'entretien. Le but, c'est de remercier votre interlocuteur au début, de reprendre à la fois les informations clés du poste, de l'entreprise, ce qu'on a retenu pour montrer notre intérêt, mais ainsi notre capacité à intégrer les informations, à bien les analyser et à la fin de la journée, tout simplement, d'avoir montré qu'on a bien compris le poste, les enjeux de l'entreprise et ce que la personne nous a présenté.
Et bien sûr, faire le lien entre ces éléments que nous avons reçus et bien intégrés, le lien entre ces éléments et notre motivation et du coup le pourquoi du comment. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on souhaite continuer, pourquoi est-ce que ce poste nous intéresse et pourquoi tous les éléments qu'on a reçus confirment la motivation que nous avons eue avant l'entretien. Souvent, on peut avoir des informations supplémentaires sur le poste, sur l'entreprise, sur l'équipe, sur le contexte. Et ces éléments-là sont très importants et sont justement les choses qui pourront nous apporter des éléments de langage afin d'exprimer la motivation que nous avons pour le poste en question. Exactement. Et parfois, vous verrez, hein, vous aurez des managers ou des recruteurs qui vous demanderont spontanément à la fin de l'entretien de vous adresser un mail de synthèse. Mais c'est vrai que, je ne sais pas toi, Anna, hein, mais quand on le reçoit spontanément, sans l'avoir demandé, je trouve ça très, très appréciable. Et puis, en plus, ça permet, si ce n'est pas déjà fait, de démontrer aussi vos capacités de synthèse, d'analyse et de synthèse. Voilà, en un mail, vous reprenez les différents éléments, vous faites le parallèle avec ce qui vous motive et pourquoi vous êtes la bonne personne pour ce poste. En tout cas, je trouve que c'est une démarche qui est à la fois professionnelle et voilà, et évidemment qui démontre la motivation. En effet, c'est très appréciable, surtout quand ça vient de l'initiative du candidat. Et même si ce mail, faut le dire, on n'a pas besoin d'une lettre de motivation et que ça soit très très long. 2-3 phrases suffisent pour que ça soit clair, synthétique et c'est un petit boost de motivation qui montre aux recruteurs, aux managers l'intérêt que nous avons et la motivation qui nous pousse derrière. Donc aujourd'hui, on souhaitait, en plus de notre petite présentation, faire le lien, puisqu'on disait tout à l'heure avec Camille, que le CV est très important, faut qu'on l'ait sous les yeux pour préparer l'entretien. Souvent, on se pose plein de questions concernant la rédaction de ce CV, les informations qu'il faut mettre, qu'il faut pas mettre. Je pense aujourd'hui, l'idée, c'est que le CV doit être complémentaire avec les informations qu'on va présenter en entretien. C'est-à-dire, quand on va rédiger un CV, le but, c'est d'obtenir l'entretien. Le détail de nos activités vont être développés lors de cet entretien ou dans une lettre de motivation qu'on va rajouter à notre candidature. C'est toujours un problème, surtout quand on a pas mal de choses qu'on veut exprimer et qu'on veut mettre en avant sur notre CV, de rester synthétique et de mettre et d'encadrer dans une seule page tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu voir, tous les outils qu'on a pu utiliser, tous les logiciels qu'on peut maîtriser. Et lors de nos expériences, que ce soit une expérience professionnelle de 20 ans ou même des stages, souvent on peut se poser la question comment rédiger ce CV afin de transmettre l'information et prouver les compétences que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, le plus important, c'est de rester synthétique, de ne pas, bien sûr, mettre que le titre de la fonction qu'on a pu avoir, mais aussi quelques mots et quelques lignes synthétiques de ce que nous avons pu faire. Mais le plus important, c'est d'utiliser les mots-clés. Aujourd'hui, c'est pas un secret, les recruteurs, que ça soit sur les différentes CVTech, sur les réseaux sociaux ou voilà, d'une manière générale, quand ils vont chercher un CV ou un profil LinkedIn ou autre, ils vont le faire par mots-clés. Donc, l'important, c'est que vous checkez ces mots-clés dans votre domaine respectif et que ce mot-clé apparaisse dans votre CV. C'est la manière d'être le plus, ça vous donne de la visibilité et c'est la manière de vous mettre en avant auprès des recruteurs qui lisent très vite un CV et obtiennent les informations nécessaires de ce CV. La manière et la forme, comme vous pouvez voir ici sur l'image, ce n'est pas très importante. La créativité
est différente pour tout et chacun. On a notre style, notre manière de transmettre ce message, de créer ce CV. Mais l'important, c'est que ça reste lisible et que vous séparez les éléments dans des blocs principaux, expérience, éducation, que ça soit clair et assez épuré. Et puis en tant que contenu, il faut toujours personnaliser le CV. C'est-à-dire, si on se prépare pour un entretien, on va toujours essayer de mettre en avant les expériences que nous avons eues précédemment, qui sont plus en liaison, disons, qui sont plus à voir avec le poste que nous cherchons, et de mettre celle-ci en avant et de le détailler plus. Donc, idéalement, il ne faut pas avoir un seul CV qu'on utilise partout, mais vraiment penser et le personnaliser en fonction du poste et de l'entreprise et de la fonction que nous souhaitons avoir et pour laquelle nous allons faire acte de candidature. En termes de relecture, c'est toujours important d'être sûr qu'on n'a pas de fautes, qu'on n'a pas de petits coquilles qui sont insérés. C'est toujours possible. C'est toujours mieux donc de faire relire notre CV, soit par un collègue, soit par un ami, d'avoir une deuxième paire des yeux qui regarde. C'est toujours mieux. Et puis une chose que peut-être on n'y pense pas, c'est en plus de soigner l'image de notre CV et soigner notre LinkedIn qui est très important aujourd'hui, cet outil professionnel qui est de plus en plus utilisé, c'est de réfléchir en amont de l'entretien aussi à tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres, et de le mettre en mode privé parce que certains employeurs peuvent regarder et trouver pas mal d'informations peut-être personnelles que vous souhaitez pas nécessairement partager avec votre futur manager ou voilà, équipe RH de l'entreprise que vous allez joindre. Dans le CV, vous avez cette petite partie où vous pouvez vous mettre en avant et expliquer dans quelques mots votre motivation. Faut rester également très synthétique, mettre quelques mots-clés et tous ces éléments-là, faut avoir en tête qu'on va les développer soit sur une lettre de motivation, soit directement en entretien. Donc je reviens et je me répète peut-être à ce concept très important de synthèse et d'aller droit au but et d'utiliser en principal les mots-clés. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas, Camille, si tu as d'autres choses à ajouter. Non, tu as tout dit sur le CV. Et puis donc en synthèse sur ce qu'on vous a déroulé avant, retenir qu'il faut absolument se mettre dans les mêmes conditions qu'un entretien en présentiel pour un entretien à distance. Il y a juste un petit peu plus de préparation et de vérification du matériel en amont, mais sinon, voilà, restez vous-même tout en restant professionnel. Tout devrait très très bien se passer. Un grand merci Anna et Camille pour cette belle présentation. On va pouvoir maintenant passer aux questions qui ne sont pas très nombreuses. Donc, on dispose d'un peu de temps pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Alors, on va commencer par une question de Constance qui se demande, donc, est-ce mieux d'utiliser un casque ou le micro de son ordinateur? Alors, tout dépend de votre environnement, Constance. C'est-à-dire que si vous êtes seul et que vous êtes au calme, que tout va bien, que le voisin ne fait pas de travaux, vous pouvez tout à fait utiliser le micro et voilà, vous serez peut-être moins gêné qu'avec un casque et ce sera encore plus naturel. Par contre, si jamais il y a un risque de nuisance sonore, dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser le casque ou les écouteurs. Le recruteur le comprendra tout à fait. Et ça évitera les nuisances durant l'entretien. Merci beaucoup, Camille. Une autre question de quelqu'un qui nous demande si le mail à envoyer suite à l'entretien est-il vraiment important? Quel impact a-t-il sur une candidature concrètement? Donc, le mail qui suit l'entretien, donc une personne qui envoie un mail juste après un entretien. Donc, elle se demande vraiment à quoi ça peut servir. Comme Camille le disait tout à l'heure, et nous avons discuté un peu sur le sujet, l'importance de ce mail est de mettre encore plus en avance la motivation qu'on peut avoir pour le poste et se mettre soi-même en avance
en ayant et en faisant preuve de cet esprit de synthèse, plus le mail il est bien rédigé et ça exprime vraiment l'intérêt de la personne pour le poste, plus ça va bien sûr apporter entre guillemets une bille blanche à la personne. Il y a absolument aucun problème si ce mail n'est pas envoyé. Tant que nous on l'a pas demandé, s'il n'y a pas de mail derrière, bien sûr, ça va en aucun cas porter préjudice à la personne ou à sa candidature. On est d'accord, mais c'est toujours plus sympa et plus intéressant dans l'échange d'avoir ce mail spontané qui vient de la part du candidat. Je pense, Camille, tu me diras ce que tu en penses également. Le seul moment où ce mail pourrait éventuellement porter préjudice au candidat, ça serait quand celui-ci il est plein de fautes, de fautes de grammaire, d'une manière décousue et d'un discours décousu. Si la personne n'a pas compris le poste que nous lui avons présenté, c'est le seul moment où ce mail-là peut être plutôt une bille noire plutôt qu'une bille blanche dans sa candidature. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est pas une obligation, c'est vraiment un conseil qu'on vous a donné là. Mais aujourd'hui, je pense que je ne vous apprends rien. Le marché est très concurrentiel. Il y a beaucoup de candidatures aux annonces. C'est vrai que ça permet de mettre toutes les chances de son côté et de faire une petite différence, si c'est pas une grande différence. Encore une fois, bien sûr, si ce n'est pas truffé de fautes ou que c'est en décalage avec le poste proposé. Mais ça, on vous fait confiance pour réussir ce type de mail. Donc, c'est plus un conseil, pas une obligation. Mais franchement, ça peut faire la différence. Merci beaucoup. Donc, on a une autre question qui est un peu liée. Donc, c'est plutôt sur le délai. Donc, j'ai deux questions. Donc, dans un délai de 48 heures après l'entretien, si le recruteur nous a indiqué qu'on aurait un retour dans une semaine, par exemple, est-ce que ce n'est pas trop de revenir vers le recruteur un jour ou 2 jours après? Donc là, c'est plus sur une question de délai. Et que dire dans ce mail concrètement, qu'on n'aurait pas dit durant l'entretien? Donc ça, vous venez d'y répondre. Alors, je me permets de répondre, Anna, tu me diras si tu es d'accord, mais pour moi, ce n'est pas trop parce que ce n'est pas un mail qui appelle à une réponse. C'est vraiment plus une conclusion par rapport à l'entretien. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop tard après. Pour moi, l'idéal, c'est le lendemain, très honnêtement. Faut pas le faire le jour même parce que ça prouve que vous êtes laissé la nuit porte conseil pour un petit peu décanter l'entretien. Et le lendemain, moi, je trouve que 24 heures, c'est pas mal pour envoyer ce mail-là. Donc, en effet, il faut pas le faire trop tard. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un mail. Et d'ailleurs, vous pouvez conclure ce mail en disant j'ai bien noté que vous reviendrez vers moi sous une semaine. Et dans l'attente, voilà, je vous confirme ma motivation. Mais c'est vraiment pas quelque chose c'est pas un mail qui appelle à une réponse. Donc, faut être complètement à l'aise avec ça. Merci. Donc, on a encore une question. Donc, c'est une jeune diplômée qui, à cause de la crise sanitaire, malheureusement, n'a pas pu décrocher de premier emploi. Et donc, elle a un vide d'1 an sur son CV. Et elle se demande si ça peut freiner sa candidature et comment, en fait, elle peut le mentionner et le remonter pendant l'entretien ou dans son CV. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu dans le même contexte. On est tous dans une situation très particulière de pandémie. Et on est tous des êtres humains, même si on est des RH, on reste toujours à l'écoute et on a cette empathie et compréhension. Donc, au final, je pense que je parle pour la plupart des recruteurs aujourd'hui. Si on a un jeune diplômé qui a fini en 2020, qui a du mal à trouver un travail dans un contexte très tendu, mondial, économique, ce que vous voulez, c'est tout à fait compréhensible d'avoir ce gap dans son CV et la personne ne va jamais être pénalisée pour ce délai. Dans un contexte normal, sur un marché tendu, parce que le marché du travail, c'est comme Camille, tu le disais tout à l'heure, il est très tendu, même si on met à part toute la situation Covid. Sur un marché tendu, déjà, c'est compliqué de se mettre en avance et de décrocher un poste ou un entretien rapidement après avoir eu son diplôme. Alors, dans un contexte particulier qui a rendu difficile l'atteinte de ces objectifs,
la personne, je pense aujourd'hui, c'est juste mon avis, on n'aura jamais d'a priori sur ce gap qui est tout à fait compréhensible dans son CV. Après, souvent, c'est pareil, c'est juste un conseil, ce n'est pas absolument, c'est pas du tout obligatoire. Souvent, les personnes, spécialement l'année dernière et dans cette période-là où on a pas mal de webinars et des formations online gratuites qu'on peut faire, les personnes profitent de ce temps libre, entre guillemets, de ce temps de recherche de poste, de se former, de se spécialiser, de prendre des petits cours, par exemple, que sais-je, d'anglais, pour combler ce petit vide dans le CV. Et c'est toujours un plus. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un petit, c'est une petite, un petit plus qu'on peut avoir dans son CV, et ça montre aussi la motivation et l'investissement dans sa carrière et la volonté de faire quelque chose et de travailler réellement, parce qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, ça tient pas qu'à nous. On peut postuler partout et ne pas avoir des retours. Et c'est vraiment une situation que la plupart des jeunes diplômés rencontrent aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau malheureusement. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Anna. Et si c'est pas des formations, ça peut être les deux d'ailleurs, mais il y a aussi toutes les actions bénévoles. C'est vrai que quand on est chercheur d'emploi, on peut aussi avoir du temps à consacrer à d'autres. Et j'ai vu des jeunes profils qui ont eu du mal à trouver leur premier emploi. Et voilà, pendant ce temps-là, ils se sont consacrés à des associations ou voilà. Et tout ça, je trouve que c'est très très appréciable, parce que même si on est dans une situation difficile, on trouve quand même des choses déjà pour s'occuper l'esprit, pour s'occuper les mains. Et je trouve que la démarche, en tant que recruteur ou même les managers, trouvent ça extrêmement appréciable d'être proactif. Si c'est pas dans son métier, c'est sur d'autres sujets. Merci beaucoup. On a une question qui revient beaucoup de la part de plusieurs participantes qui se demandent, donc c'est peut-être compliqué à répondre, mais comment savoir si on a bien passé en entretien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être capter, ou je ne sais pas, vous allez… Je pense que c'est pas facile comme question, en effet, parce que ça dépend beaucoup en gros, là, ce que je comprends, c'est comment décoder chez l'autre le langage non verbal et savoir si on a plu. Alors ça dépend énormément des caractères des personnes. On va avoir des recruteurs ou des managers qui sont très poker face, où on va rien pouvoir lire, on va se dire oh là là, il a pas fait un seul sourire pendant l'entretien et c'est pas pour ça que l'entretien se sera mal passé. Et inversement, quelqu'un qui peut beaucoup sourire et qui finalement n'aura pas révélé le fond de sa pensée. Donc c'est très compliqué de faire une auto-analyse de l'entretien. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut se mettre toutes les chances de son côté, avec le petit mail de confirmation, avec ces petites choses-là qui font la différence. Mais très honnêtement, moi, Anna, tu diras, mais je n'ai pas de recette miracle pour savoir comment un entretien s'est passé tout de suite dans l'immédiat. En effet, tu as raison, c'est très très subjectif, et on peut absolument pas généraliser. On peut ni parler du temps de l'entretien, ni parler il y a rien qui peut être généralisé, sauf si on connaît la personne, on connaît le recruteur, on connaît et là on peut connaître un peu son approche et sa manière de s'exprimer, le langage non verbal, mais on peut absolument pas généraliser. Donc malheureusement, on n'a pas de baguette magique et de solution magique pour savoir en amont le résultat de l'entretien tout de suite. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 3 minutes, donc je vais essayer de… Voilà, on a encore quelques questions. Je suis désolée si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Il y a une personne qui nous demande si les recruteurs vont régulièrement consulter les sites et portfolios des candidats et si c'est un véritable atout. Je pense que ça dépend vraiment des postes. Là aussi, c'est une question qui est pas simple, je pense, d'une entreprise à l'autre. Par portfolio, qu'est-ce qu'on entend exactement? Alors, la personne n'a pas précisé. Du coup, si peut-être vous pouvez préciser, Julie, et en attendant, vu qu'il reste peut-être que 2 minutes, je vais en profiter pour poser 2 questions qui font tout leur sens dans cet atelier. Donc, il y a quelqu'un qui se demande si est-ce que décider de faire l'entretien seulement en appel vocal a une influence sur la suite.
s'il a lieu sur Teams. Donc, dans le cas où, en fait, on n'allume pas la caméra, est-ce que ça a un impact? Si jamais c'est le résultat d'un problème technique, ça n'a aucun impact, ça arrive. On montre la bonne volonté, on a tenté, cela fonctionne pas, il n'y a pas de souci. En revanche, si on a accepté une invitation sur Teams, sur un entretien visio qui était préparé et présenté en amont en tant qu'entretien visio et on met pas la caméra, ce n'est pas forcément agréable si c'est un choix qui n'est pas expliqué derrière. S'il y a une raison derrière, on va être transparent, on va expliquer pourquoi, et là, il n'y a aucun problème. Si cela reste du non-dit, ça peut paraître très bizarre de ne pas allumer la caméra quand on a convenu d'un entretien en visio. Parce que sinon, ça aurait pu tout simplement être un entretien téléphonique beaucoup plus simple à mettre en place. Je ne sais pas, Camille, ce que tu en penses, mais… Je suis d'accord. Si on n'est pas à l'aise avec l'entretien visio, il faut le dire dès le départ et prendre les devants et proposer un entretien téléphonique. Merci beaucoup. Donc, ça vaut pour la question de Emmanuel qui nous disait que s'il y avait des nuisances sonores qui arrivaient à l'imprévu, pardon, quelle était la meilleure attitude à avoir. Donc, je pense que c'est pareil que quand on ne veut pas activer sa caméra, il vaut peut-être mieux les prévenir et proposer un entretien téléphonique dans un endroit un peu plus calme. Ça permet plus de mobilité. Voilà, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là, le temps est écoulé. En tout cas, merci beaucoup Anna et Camille, et j'espère, vous participantes, que cet atelier vous a servi aussi d'exemple et vous a donné des conseils pour tous les recrutements, enfin tous les entretiens que vous allez passer avec les rendez-vous sur la plateforme cet après-midi. Donc, prenez bien en considération les conseils d'Anna et Camille. Et j'espère que cet atelier vous a plu, et un grand merci. Merci à tous. Très bon après-midi. Bon après-midi.